Merci de venir assister à cette table ronde sur la Syrie, les images, les mots et la guerre. Euh, c'est un sujet assez lourd, assez dense, assez émotionnel aussi. Et j'ai la chance d'avoir 4 invités aujourd'hui pour évoquer ce sujet qui ont des profils assez différents. Cécile Boex est chercheuse, Jean-Pierre à l'EHESS, Jean-Pierre Perrin est journaliste. On a été collègues pendant des années à Libération. Justine Augier, on se parle encore. Justine Augier est romancière. Et Souad Labise est poète et romancière. Et on va essayer de cerner un peu ce qui est en jeu dans cette révolution syrienne et dans cette guerre de Syrie, parce qu'il y a une guerre et une révolution. Enfin, d'abord une révolution et ensuite une guerre. En quoi les images ont pu la raconter, en quoi les mots ont pu la raconter, la richesse de ces images et de ces mots, leur diversité, leurs effets inattendus parfois. Et pour ça, je voulais commencer avec Cécile Boex, pour qui j'ai une question. C'est que les Syriens ont, dès le début, filmé leurs manifestations, probablement pour contrer la propagande du régime, qui consistait à dire qu'il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait que des terroristes, et pour montrer l'ampleur de la mobilisation, pour montrer aussi les exactions qui étaient commises envers eux. Et je suppose, avec cette idée peut-être très consciente ou inconsciente, que si le monde verrait, il ne laisserait pas faire. Et il y a cette idée, depuis Auschwitz notamment, que si le monde pouvait voir, que si on avait vu Auschwitz, on n'aurait pas laissé faire. Je ne dis pas que la Syrie c'est Auschwitz, je dis juste que, en matière de crimes contre l'humanité, a longtemps couru cette idée qu'il suffisait de montrer pour que l'impensable ne puisse plus se produire. Et finalement, cela n'a rien empêché, cela n'a pas rien produit, ça c'est faux de le dire. Ça a eu des effets, mais pas toujours ce qu'on attendait. Il y a des gens que ça a ému, qui sont allés combattre en Syrie, pour la Syrie ou pour les Syriens, pas toujours du bon côté, en se trompant parfois de camp. Mais je voulais demander à Cécile Boex, en tant que chercheuse, et qui a dirigé un ouvrage collectif extrêmement riche, que je vous conseille vraiment de lire, parce que c'est une des choses les plus novatrices qu'on pourra lire en sciences sociales sur la Syrie, et sur l'usage des images personnelles tournées par les acteurs des conflits. Hein, parce que ce qui est nouveau en Syrie, c'est que tout un chacun s'est mis à produire les images de sa révolution, puis de son conflit. Tout un chacun comme individu, mais même comme groupe, les différents groupes armés. Et d'ailleurs, ça pose un gros problème aux journalistes dont on a pu croire qu'ils étaient inutiles. Ce n'est pas le cas, mais dont on a pu croire qu'on pouvait s'en passer, puisqu'après tout, chacun était son propre producteur d'images. Donc, toutes ces images, ces millions de vidéos, Cécile Boex, elles n'ont pas changé le cours de ce qui était annoncé dès la première semaine par Bachar el-Assad. Une répression sans faille, implacable. Comment vous expliquez ce paradoxe de ce conflit qui est celui qui a probablement été le plus filmé de l'histoire, et ce conflit où on a le moins empêché les exactions, enfin le moins, en tout cas où on n'a rien empêché du tout en matière de crimes contre l'humanité commis envers les civils? C'est une grande question, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, mais je vais essayer de donner quelques éléments. Alors c'est vrai, au début, vous avez raison de le dire, dès la première manifestation à Deraa, il y a des manifestants qui brandissent leur téléphone pour capter, pour documenter, parce qu'évidemment, de l'autre côté, il y a une négation de ce qui est en train de se passer en Syrie, négation de la révolte. Et aussi pour les personnes qui participent à ce moment inouï, c'est-à-dire que quand
Moi, j'étais à Damas à ce moment-là, et quand on regardait ce qui se passait en Tunisie, en Égypte, je discutais avec beaucoup d'amis qui ne pensaient pas qu'il pouvait arriver la même chose en Syrie. Et donc, il y a aussi cette conscience de participer à un moment inouï, en fait, où on peut, pour la première fois, crier liberté à gorge déployée dans la rue. Les premières images sont des images très très fortes parce que même si elles sont très illisibles, ça bouge, il y a des cadres, il y a ce sont des images spontanées, il n'y a aucune pensée sur la communication, etc. Mais elles enregistrent ce moment, cette expérience très très forte de cette possibilité de la révolte en 2011. Et puis, au fur et à mesure, et donc il y a cette croyance que faire des images, brandir son téléphone, c'est un geste de défi, mais ça peut aussi réfréner la violence répressive. Et petit à petit, cette croyance va peu à peu disparaître, puisqu'il va y avoir une montée en intensité justement de la violence répressive. Et puis il y a ce moment, il y a 2013, qui était censé être une ligne rouge avec l'attaque chimique de la Ghouta, où là, très clairement, c'est un moment de rupture où beaucoup de Syriens se disent bon, Bachar el-Assad a un permis de tuer et on aura beau alerter, on aura beau montrer, il ne va rien se passer. Et pourtant, les gens continuent de filmer. Donc ça aussi, c'est quelque chose, ça m'a beaucoup intriguée. Et aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, filmer, c'était pas seulement une histoire de documenter, c'était pas seulement adressé à la communauté internationale, c'était aussi une manière de vivre les événements, de les enregistrer, de les partager au sein d'une communauté qui peut être très locale, parce que toutes les images du conflit en Syrie ne s'adressent pas à la communauté internationale, elles s'adressent souvent à une communauté très locale. Il y a des activistes qui filment pour montrer quel bâtiment a été bombardé aux voisins, en fait. Donc il y a tous ces seuils, ces intentions et cette cible pour les images. Et vous parliez des effets inattendus. Oui, il y a eu un effet très inattendu, c'est qu'en fait, le régime s'est servi de ces images. Soit pour dire que c'était des fakes, qu'elles n'existaient pas, c'était pas très difficile, puisque la plupart sont des images pauvres, ce sont des images anonymes, et il est très facile de dire qu'elles n'existent pas et que elles sont sur Internet quelque part, certaines ont été très peu vues. Et pour celles qui étaient virales, donc ça posait quand même un problème un peu plus... il y avait eu des vérifications, je pense... Je pense aux jeunes garçons. Tout à fait. À Halep, ce petit garçon qui est dans une ambulance, image que tout le monde a vue. Donc là, au début, Bachar el-Assad va dire que c'est un fake, mais après, évidemment, il ne va plus pouvoir tenir ce discours. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une construction d'un contre-récit, d'une autre histoire à partir de ce jeune garçon. Donc, les médias syriens, iraniens sont allés voir le père de ce jeune garçon pour lui faire dire qu'il ne savait pas qui avait bombardé à ce moment-là sur Halep, alors qu'on sait très bien que c'était les Russes. En disant qu'il trouvait anormal qu'on ait volé l'image de son enfant, alors que ceux qui ont photographié son fils, c'était ceux-là même qui l'ont secouru. Donc on voit bien toute la pression qui s'exerce aussi pour ceux qui apparaissent dans des images virales et qu'est-ce que ça engendre de l'autre côté. Et autre effet inattendu, c'est que le régime s'est servi de ces images, en tout cas d'un certain type d'images, pour tester le seuil de l'impunité. Donc au départ, par exemple, des grands médias comme Al Jazeera ont appuyé ces formes de documentation en donnant des téléphones satellitaires, en permettant aussi des retransmissions en direct de manifestations. Et les activistes étaient très contents parce qu'ils se disaient, bon voilà, on a un média officiel avec nous, de grande diffusion. Voilà, c'est un pouvoir d'attestation. Et puis, en direct, le régime ne va jamais oser nous réprimer. Et en 2013, à Homs, le régime bombarde une manifestation qui a été retransmise en direct sur Al Jazeera. Et à partir de là, on a à chaque fois des seuils. Donc j'ai l'impression, il y a ce test-là, et donc les images se sont retournées en partie contre ceux qui les ont faites. Alors après, je vais donner la parole à Justine Ogier. Justine Ogier, elle a écrit plusieurs romans et récits, mais là, on retiendra particulièrement les deux derniers, De l'ardeur, qui a été primé, et qui est un très 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 bel essai sur Hazan Zeytouni, cette avocate qui est
une des figures du soulèvement de 2011 en Syrie, et le deuxième, paru l'année dernière, par une espèce de miracle, qui raconte d'une certaine manière la suite de l'histoire de Razan Zaitouneh, de la communauté qui est de révolutionnaires autour d'elle, à travers la figure de Yassine El-Haj Saleh, qui est l'un des plus grands intellectuels syriens, aujourd'hui en exil en Allemagne, sa quête de justice et comment il vit l'exil en Occident, étant lui quasiment jamais sorti de Syrie avant cela, puisqu'il a passé une trentaine d'années en prison. 17 16, oui, non, alors j'ai un peu doublé, pardon. Et ce qui est beaucoup, effectivement. Ces deux magnifiques récits, si je me souviens bien, Justine Auger, il trouve une origine qui se trouve dans des images et qui est votre visionnage. Vous vous intéressez à la révolution syrienne parce que vous vivez à Beyrouth, je crois, et à un moment, vous visionnez des images de Razan Zaitouneh dans les manifestations. Et là, il y a quelque chose qui vous frappe et qui suscite de l'écrit, des mots. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, si vous pouvez nous raconter un peu. Donc, tout ça est exact, effectivement. Donc, j'étais à Beyrouth et c'était tard déjà par rapport au début de la guerre. C'était en 2014 ou 2015 et j'ai vu un film qui s'appelle Notre terrible pays, qui est un film qui suit l'itinéraire donc de Yassine El-Haj Saleh, ce grand penseur syrien qui avait quitté Damas après s'y être caché pendant 2 ans après le début de la révolution, qui était à Douma, donc dans ces banlieues de Damas, qui s'étaient libérées du régime et qui tentaient d'inventer la Syrie nouvelle. Et donc on le suit depuis Douma jusqu'à Raqqa, où il retourne parce qu'il a grandi là-bas. Et le Daesh arrive juste à ce moment-là. Donc ensuite, il quitte la Syrie pour la Turquie. Et au détour de son voyage, on découvre effectivement lors d'une scène extrêmement courte Razan Zaitouneh, donc cette avocate et écrivaine syrienne qui est devenue une figure de la révolution. On la voit vraiment quelques secondes à Douma, donc elle fait partie de ces révolutionnaires qui sont allés à Douma pour y trouver refuge, mais aussi pour construire quelque chose. Et c'est très mystérieux. Pourquoi est-ce que son image m'a frappée à ce point? Mais ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'à la fin, il y a un écran noir à la fin du film qui annonce que Razan a disparu, qu'elle a été enlevée, elle et 3 de ses compagnons, dont la femme de Yassine, Samira El-Khalil, et qu'on est sans nouvelles d'eux. Et en fait, ce qui m'a frappée à ce moment-là, c'est qu'il y avait en fait toute une famille de révolutionnaires, enfin des révolutionnaires vraiment profondément démocratiques, très ouverts à l'idée d'inventer une Syrie diverse, plurielle, etc., que cette opposition-là, elle avait complètement disparu. Soit ils avaient quitté la Syrie, soit ils avaient disparu dans les geôles de Bachar el-Assad, soit ils avaient été tués, soit ils avaient, comme Razan, été enlevés et probablement tués par des islamistes. Parce qu'en fait, certains groupes islamistes et le régime al-Assad se sont retrouvés presque comme des alliés objectifs pour faire disparaître cette opposition-là. Et là, j'ai eu une double réaction. C'est que tout d'abord, j'ai été extrêmement révoltée et attristée par cette révolution qui avait été complètement écrasée, donc qui avait fini en quelque sorte de disparaître, même si elle n'a jamais, je crois, totalement disparu, mais aussi par un autre écrasement qui est venu s'ajouter à celui-là, qui est notre oubli, notre indifférence. Moi-même, ça faisait donc 4 ans que j'étais un peu indifférente à ce qui se déroulait en Syrie. Donc c'est contre ces 2 écrasements. Donc tout d'abord revenir à la révolution, et très vite je me suis renseignée sur Razan et j'ai entendu des Syriens me parler de Razan, me parler de la révolution, et j'ai entendu dans leur voix en fait toute la puissance et la beauté de ce qui s'était passé que Cécile a mentionné. Et ça, il m'a semblé que quelque part, pour une raison étrange, j'avais presque comme une responsabilité que d'essayer de le raconter. Voilà. Et de raconter aussi notre responsabilité à nous occidentaux qui avons tourné le dos en fait à ces révolutionnaires, qui avons tourné le dos aux Syriens, et ce que ça racontait finalement de nous aussi,
que cette indifférence et nos renoncements aux valeurs universelles qu'on prétend défendre. Merci beaucoup. Vous parliez de Yacine El Haj Saleh et de la disparition, du kidnapping de Samira El Khalil avec Razan, puisqu'elles ont été enlevées ensemble le même jour, au même endroit, dans la banlieue de Damas, semble-t-il par les mêmes gens. Je vais vous présenter un nouveau livre qui est Lettre à Samira, qui a été traduit par Souad Labiz. Ces lettres à Samira ont été écrites par Yacine El Haj Saleh. Ce sont des lettres à sa femme absente, des lettres d'amour, mais aussi des lettres qui disent le manque, qui disent l'attente, et aussi des lettres politiques, parce que Yacine El Haj Saleh est un être profondément politique, et ce sont des lettres, j'allais dire presque comme les lettres de Saint Paul aux Corinthiens, etc., où il donne sa vision du monde. Non pas que ce soit un prophète du tout, mais c'est quelqu'un qui développe sa vision du monde et qui la vit de manière extrêmement intime et personnelle. Voilà. Et Souad Labiz, vous avez donc traduit ces lettres à Samira. Vous avez aussi, dans un récit personnel, vous êtes romancière et poétesse. Ce récit qui s'appelle Glisser nu sur la rampe du temps évoquait aussi la Syrie à travers des récits fragmentaires d'histoires de femmes, et donc il y a des figures syriennes. Est-ce que c'est de la fiction, de la non-fiction, et comment s'est faite la rencontre pour une écrivaine algérienne avec la Syrie, qui est assez loin de l'Algérie en fait, et qu'est-ce que vous avez voulu tisser avec les mots, justement, un pont peut-être entre deux pays qui ont eu du mal à se comprendre, en tout cas pendant quelques années, sur cette question de la révolution. Oui, effectivement. Moi, que ce soit pour les traductions, quand j'ai décidé de traduire Lettre à Samira, Yacine était arrivé, je crois, à la 7e ou 8e lettre. Bon, je dois quand même ouvrir d'abord une parenthèse, c'est que moi je vis à Toulouse et à partir du 14 décembre, j'ai commencé à suivre, avant le 14 décembre, mais je suivais ce qui se passait en Tunisie. Et quand il y a eu ces chutes de tyrannie, de tyrans en tout cas, les uns après les autres tombés, le dernier des pays auquel je pouvais penser comme étant un pays qui pouvait se soulever, une société qui pouvait se soulever, c'était les Syriens. Je me suis dit, il va y avoir des choses par-ci, par-là. Mais bon, je ne m'attendais pas à ce que les Syriens, parce que la Syrie, je savais très bien, par les gens qui y ont vécu, à quoi ressemblait la tyrannie du clan Assad. Voilà, c'est un pays, pour moi, qui me faisait peur. Et je savais très bien que les Syriens avaient très peur de leur régime, très peur les uns des autres. On ne parle pas politique, ni dans un taxi, ni dans la rue, ni dans un café. Et on peut disparaître pour n'importe quelle raison. Et les gens du régime peuvent monter dans un bus, comme ça. Ils peuvent monter pour vérifier les papiers des gens, faire descendre des gens, mais sans qu'il y ait rien du tout, je veux dire, dans la vie habituelle du quotidien. Et quand ça a commencé, j'entends le 15 mars, que ça avait pris en Syrie, j'ai été extrêmement étonnée et j'ai commencé à suivre, exactement comme j'ai suivi ce qui se passait ailleurs, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, parce qu'en Algérie, ils n'ont pas pu... de suite, l'Algérie a, paraît-il, multiplié par 4 les salaires de la police. Et les photos étaient extraordinaires de ce qui se passait à Alger, notamment. Moi, je suis algérienne. Et donc, je vois ça de Toulouse et je me suis dit, mais c'est incroyable comment le régime a réagi au quart de tour. Et il n'est pas question qu'il y ait un printemps arabe en Algérie. Et quand donc ils ont rapidement été calmés,
la présence policière était très importante. C'était impressionnant de voir les rangées de policiers les uns derrière les autres et comment ils encerclaient les premiers manifestants. Et là, la série, ça commence. Et j'ai été complètement émerveillée par ce qui s'y passait. C'est-à-dire les vidéos, les images qui nous parvenaient, je les trouvais extrêmement positives et je me suis dit, c'est une leçon pour nous tous parce qu'il n'y a pas pire que le régime syrien pour mater les gens. Et puis au bout de 2-3 mois, au bout du 3e mois, quand il y a eu l'histoire de Hamza al-Khatib, de cet enfant qui a été torturé et dont le cadavre, un enfant de 12-13 ans, a été retourné aux parents de manière très cynique, etc. Je ne savais pas, je ne m'attendais pas à cette suite désastreuse du début de l'armement de la révolte, parce que le régime avait été extrêmement dur, rude. Et à partir d'un certain moment, j'ai oublié je ne suis pas exacte dans mes souvenirs, mais en tout cas, on s'est organisé à Toulouse avec des amis dans un groupe informel qui a fini par s'appeler Toulouse-Syrie Solidarité, avant qu'il y ait l'arrivée des premiers réfugiés en France. Et moi, je me suis tout de suite occupée dans le groupe à trouver ce qui se produisait intellectuellement, enfin, ou avec les arts, ce qu'on pouvait inviter les personnes ou les œuvres cinématographiques ou livres, publications, qu'on pouvait inviter à Toulouse. Donc on s'organisait pour trouver les moyens. Voilà, souvent on payait les uns les autres les moyens de transport pour venir de Paris ou d'une autre ville d'Europe ou surtout de France. Et pour qu'il y ait par exemple ce grand film qui avait été extrêmement applaudi à Cannes, au Argenté, voilà. Donc et on s'est rendu compte qu'on remplissait les salles. Que ce soit, donc les gens étaient debout. Quand on a invité Ziad Majed à Toulouse, les gens étaient debout dans la salle, debout à l'extérieur, alors que la salle est très importante, voilà, l'espace. Donc on s'est rendu compte que les gens voulaient justement ce genre d'informations que nous allions chercher pour qu'il y ait des gens qui produisaient, qui suivaient l'affaire, nous expliquent ce qui se passait en Syrie. Voilà. Et à un certain moment, on invite Yassine Haj Salah. Et je découvre ce penseur, moi je l'ai lu, etc. Et de fil en aiguille, à un certain moment, Samira disparaît, Samira Al-Khalil, la compagne de Yassine Haj Salah, disparaît en même temps que Razan. Donc c'est une grande affaire de disparition, les Syriens la connaissent, on les appelle les 4 de Douma, les 4 disparus de Douma, parce que c'est une disparition assez emblématique. Et donc on était sans nouvelles. Et je pense que j'ai fait partie peut-être des gens qui ont cru pendant longtemps qu'ils pouvaient réapparaître. Après, apparemment, peut-être qu'ils auraient été, ils auraient servi de, on les aurait monnayés contre une libération des gens qui les ont kidnappés. Bon, tout ça, on ne le sait pas, c'est des suppositions. Et voilà, à un certain moment, Yassine se met à écrire lettre à Samira. Ça, il est la Samira. Donc, il commence la première et je les lis. Et petit à petit, je découvre très rapidement que les lettres sont aussi traduites vers l'anglais, vers l'italien et vers l'espagnol. Et je n'ai pas vraiment fait attention, mais je n'ai pas remarqué de traduction en français. Et au bout de la 6e ou 7e lettre, j'écris à Yassine, je lui dis qu'est-ce qui se passe. Je vois chaque fois que tu mets sur les pages Facebook, tu mets que telle lettre a été traduite dans telle langue. Est-ce que quelqu'un, parmi les amis, ils sont nombreux, il me dit là, wallah, non, tu sais, Souad. Je lui dis, est-ce que tu me permets? Moi, j'avais peur qu'il. Et il m'a dit, mais oui, tu me rendrais service. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à traduire. Et arrivé à la. Donc, les lettres ont été écrites sur une période de 2 ans. Pourquoi j'ai voulu écrire? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis extrêmement enragée par rapport à ce qui se passe en Syrie et par rapport au silence international médiatique et autres. Quand je vois les réactions depuis le début de la guerre en Ukraine, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas eu les mêmes réactions pour la Syrie, le Yémen. Voilà.
Donc c'est peut-être à cet endroit-là que je suis blessée. J'ai cette blessure. Je me sens plus touchée par les conflits qui sont où un État écrase un peuple. Ça, je trouve ça insupportable. Qu'il y ait des groupuscules comme ça, et puis ça a pu être dans mon pays, qu'il y ait les GIA, les groupes islamistes armés, etc. C'est pas que je comprends, mais je comprends quelle est la... Je suis peut-être moins enragée, moins en colère que de savoir qu'un État entier peut faire ça à un peuple. Je trouve ça absolument indéfendable et insupportable, à son peuple en plus. Voilà, donc c'est comme ça que l'être à Samira, au bout d'un moment, quand on est arrivé quand Yacine a écrit l'avant-dernière lettre, je lui dis, écoute Yacine, dans quelques mois, l'année prochaine, donc c'était pour l'an dernier, ce sera la décennie de cette guerre affreuse. Et moi, je propose, il va y avoir sûrement des choses qui vont sortir en arabe. Et je propose qu'on publie. Est-ce que tu serais d'accord? Il m'a dit, c'est ton livre, tu en fais ce que tu veux. Voilà. Et il a donné donc l'autorisation. Et du coup, il a écrit. Je pense que ça a été aussi un moment difficile peut-être pour Yacine, parce qu'il s'est dit, il faut arrêter ces lettres. Et il en a fait une 13e. Et quand c'est devenu un projet de publication, que j'ai trouvé une de mes éditrices, qu'elle a accepté, elle m'a dit c'est très beau, c'est vraiment très beau, je veux le voir. Et puis ça va être, à mon avis, un livre important pour documenter la guerre en Syrie et la révolution. J'ai demandé pour cette publication en français à Ziad Majed de me faire une préface. Je l'ai traduite. Et ensuite, j'ai demandé à Wijdan Nassif, qui a été en prison pendant les 4 années de détention de Samira al-Khalil, du temps du père Assad père, et elle m'a dit, moi, je ne peux pas, ça me prend à la gorge, je ne peux pas parler à... Elle m'a dit, tu sais, je n'arrive même pas à parler avec Yacine, c'est trop douloureux pour moi, cette disparition. Donc, je lui ai dit, écris-moi un mail pour me... Tu m'écris un mail tout simple pour me dire qui était Samira, les souvenirs que tu as de cette militante et des choses simples de Samira, du quotidien de la prison entre ces femmes, parce que Samira donc, a été torturée, donc elle a été dans une des prisons les plus dures de Farah Palestine, donc la division de Palestine, qu'on appelle division de Palestine, donc c'est là où on torture les Syriens et les Palestiniens, chez les Syriens, donc par M. Assad et père et fils. Voilà, donc c'est comme ça et pour parler de ma propre écriture, en septembre, j'ai sorti un recueil de nouvelles, de récits. J'ai appelé ça récits, donc c'est récits au singulier en fragments. Il y a 7 tableaux de personnages femmes. Et dans les 7 tableaux, il y a 2 tableaux où je parle de la Syrie, parce que je voulais me positionner en tant qu'Algérienne par rapport à cette traîtrise qu'a été l'attitude de l'Algérie, comme bien d'autres pays, qui a refusé de faciliter les choses pour les Syriens, ceux qui ont réussi à rentrer sur le territoire algérien. Mais à un certain moment, j'ai appris qu'on avait reconduit des Syriens, des Palestiniens, des Yéménites, des réfugiés qui avaient fait des longues marches. Donc, j'ai lu un article algérien qui donnait le nombre de villes par lesquelles ces réfugiés étaient arrivés quasiment à pied par la frontière du sud de Tamanrasset, par le sable, quoi. Et c'est là que m'est venue une idée d'écrire une histoire, parce que je voulais me positionner, moi, en tant qu'Algérienne, et positionner, peut-être aussi parler de tous les gens qui étaient écœurés qu'on ne permette pas aux réfugiés d'arriver tranquillement en Algérie. Voilà, j'ai écrit une première histoire d'une Algérienne qui est une soignante qui va soigner les pieds meurtris d'une réfugiée qui a fait toute une traversée à pied et qui pensait retrouver des personnes de chez elle, qu'elle aurait dû les retrouver dans le sud algérien, et ça ne s'est pas fait. Et ça, ce sont des histoires que j'ai apprises notamment sur Facebook, parce que quand on met des mots
des mots-clés, on arrive à trouver les histoires réelles de ce que les gens racontent en disant regardez ce que nous fait l'Algérie, c'est pas possible que l'Algérie, voilà, les gens sont bloqués ou les gens ont été raccompagnés. Donc on a fait des rafles et on les a emmenés à la porte du Sahara. La porte du Sahara, hein, en plein désert, n'importe quelle saison. Et on les a mis de l'autre côté de la frontière. Il n'était pas question qu'ils restent en Algérie. Et la soignante, en fait, c'est un personnage qui est réel dans ma tête, qui n'est pas soignante dans la vie, mais c'est tout simplement la militante connue qui est aussi cinéaste, qui est Habiba Jahnin, parce que Habiba Jahnin, c'est la sœur de Nabila Jahnin, qui a été assassinée dans les années 90 par les islamistes en Algérie. Et que pour moi, j'envisageais que cette absence, puisqu'il y a a priori plus de 200 000 personnes qui sont mortes des exactions des GIA ou de l'armée pendant cette décennie noire. Et pour moi, il était normal que ces gens-là ont laissé un trou en Algérie et qu'on pouvait les remplacer par des réfugiés de guerre. Voilà, c'est un raisonnement très simple. Ces gens-là, on les a perdus. Pourquoi on ne les récupère pas en gens qui, eux, ne sont pas morts et qui sont demandeurs de vie? Et on peut les accueillir tant qu'ils veulent, ou s'ils veulent repartir après, qu'ils repartent. Voilà, donc c'était ça l'idée, c'était de donner les papiers de Nabila à cette rachat qui est arrivée et qui était mutique. Voilà, c'est de là qu'est partie l'idée. Une très belle idée de transmission, en effet. Jean-Pierre Perrin, donc vous êtes journaliste, comme je l'ai dit, écrivain. Vous avez travaillé à l'AFP, à Libération, et de temps en temps à Mediapart encore. De temps en temps. Voilà. Et vous avez signé des polars au début de votre carrière d'écrivain, et puis ensuite plusieurs livres de non-fiction sur l'Afghanistan, sur l'Irak, sur la Syrie. J'en citerai un en particulier qui est La mort et ma compagne. Servante. Et ma servante, pardon. Non, mais c'est parce que c'est un vers célèbre de Laurent Zarabi, oui, c'est oui. pour ça que je rectifie. Je suis désolé. Pas de souci. Je prends des notes. Et qui raconte aussi une figure très importante dans l'histoire des révolutions arabes, même si elle a disparu bien avant, qui est Samir Kassir, un journaliste libanais assassiné très probablement, même très certainement sur ordre du régime syrien, à Beyrouth en 2005. Et là, vous venez de publier Une guerre sans fin, qui est pour le coup une fiction, donc qui est le retour à la fiction, mais aussi à une forme de récit de guerre, de polar, mais qui mêle aussi une part d'érudition en Espagne et qui est probablement inspiré par votre parcours, vos expériences et votre immense connaissance de cette région. Pourquoi retourner à la fiction pour parler de ce chaos dans lequel vit aujourd'hui le monde arabe et que vous connaissez particulièrement bien en Irak, en Syrie notamment? Je crois que la guerre et la littérature ont des relations, des liens très très étroits. Guerre et paix, par exemple, qu'on connaît tous un peu, a été écrit après que Tolstoï ait été soldat et ait participé au siège de Sébastopol. Et c'est après avoir vu la guerre dans toute son horreur, parce que cette guerre de Crimée était épouvantable, qu'il a eu l'idée de guerre et paix. Mais je pourrais citer bien d'autres exemples. Donc je vais remonter à l'origine de la littérature, c'est-à-dire Homère. La guerre de Troie est sans doute le premier massacre de masse de l'histoire qui a été reconnu comme tel, disons. Et ça nous a donné l'Iliade. Et je crois que l'Iliade est le fondement de toute la littérature occidentale. Ce qui est d'ailleurs assez drôle quand on regarde que c'est un concours de beauté entre les trois déesses qui provoque cette guerre. Et donc on voit que la littérature a lié à la fois avec la beauté et avec la guerre. Donc la fiction est donc pas, me semble assez naturelle pour traiter de la guerre en général, de la guerre en Syrie en l'occurrence.
je crois que c'est quand même le médium qui, après avoir essayé évidemment le journalisme et d'autres médias, peut rendre compte, non pas complètement, évidemment, c'est impossible, mais s'approcher le plus de ce que peut être un conflit comme celui-ci. C'est un conflit qui a de multiples façons, vous l'avez déjà souligné, de multiples aspects. Mais par exemple, on a ce qu'on a pu voir pendant le conflit syrien, c'est la prise systématique d'otages, par exemple. Les décrire de l'extérieur, c'est une chose. Essayer d'entrer dans la peau d'un otage, ce que j'ai essayé de faire, c'en est une autre. Alors, j'ai essayé de le faire à partir, évidemment, de rencontres avec d'anciens otages, où ils ont accepté de confier leur intimité d'otage. Mais à ce moment-là, c'est la puissance du roman de pouvoir être dans la peau de cet otage et de raconter sa situation de l'intérieur. Dans ce roman, j'ai essayé d'être aussi fidèle que possible avec l'histoire. Je suis un grand amoureux de l'histoire et je n'aime surtout pas l'avoir trahi. Évidemment, on a des interprétations différentes de l'histoire, mais je parle des faits. Des faits, on arrive toujours un peu à se mettre d'accord sur les faits, néanmoins. Et donc, j'essaie de respecter autant que possible l'histoire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de me glisser à l'intérieur du roman pour un court chapitre, pour justement essayer d'authentifier, de dire que ce qui était décrit aussi, affreux soit-il, incroyable quelque part soit-il, n'était pas faux, mais c'était bien la réalité. Donc je pense que la littérature et la guerre ont un long chemin à faire ensemble. Ils l'ont déjà fait un long chemin. La guerre d'Espagne en est une preuve, parmi bien d'autres, mais une preuve assez formidable. Et c'est justement dans un roman, moi j'avais envie de parler de la guerre d'Espagne parce que j'y vois la matrice de toutes les guerres contemporaines. D'ailleurs, Bernanos avant moi l'avait très bien formulé, bien mieux. Et puis je voulais parler aussi du rapport d'Hemingway à la guerre, par exemple. Vous ne pouvez pas le faire normalement si vous faites un récit sur la Syrie. Ils n'ont pas leur place. Mais si vous passez au roman, à ce moment-là, ils peuvent avoir leur place. Merci. Mais alors justement, maintenant, je vais proposer d'ouvrir un peu plus la discussion. Chacun réagit lorsqu'il a envie et je jette des questions comme ça à la volée. La Première Guerre mondiale, c'est l'industrialisation de l'image et de la mort. De l'image avec la photographie et de la mort avec l'irruption. Enfin, certains diraient, c'est même déjà dans la guerre de sécession américaine, mais l'irruption des machines de guerre qui tuent de manière industrielle. Tout comme on est capable industriellement de reproduire des images dans la presse ou en tout cas de les diffuser, de les faire passer. Il y a évidemment la guerre d'Espagne dont vous avez parlé qui apporte une nouvelle dimension à la guerre et à son récit à travers ses écrivains Hemingway, mais aussi Orwell, Malraux, mais aussi à travers sa dimension civile, c'est-à-dire d'une guerre contre soi-même. Juste un chiffre sur la guerre d'Espagne, un chiffre. Hein. Il y a eu 15 000 ouvrages qui ont été écrits sur la guerre d'Espagne. 15 000. Vous vous rendez compte, c'est par an, ça représente quelque chose d'assez formidable. C'est juste pour vous montrer la centralité du conflit. Il n'y a pas eu 15 000 ouvrages décrits sur la guerre, sur le Vietnam, par exemple. Alors, je vais continuer, justement. On passe la Deuxième Guerre mondiale, qui est d'une certaine manière un développement et un perfectionnement de ce qu'on a vu pendant la Première et pendant la guerre d'Espagne, mais aussi avec l'arrivée de la propagande à haute dose. Il y a eu le Vietnam, qui a été la mort en direct, et son irruption dans les foyers américains tous les soirs à 20h.
Il y a eu l'Irak pour des mauvaises raisons en 91, où on a vu apparaître l'embedment, c'est-à-dire des images extrêmement contrôlées, etc. Qu'est-ce que la guerre en Syrie a apporté dans le récit de guerre et dans l'imagerie de guerre? C'est-à-dire, je parle bien et des mots et des images. Qu'est-ce qu'elle va apporter ou qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle a changé dans, dans ces deux dimensions-là du fait de rapporter la guerre, c'est à travers les récits et son imagerie. Peut-être que je vais commencer. Surtout, on a un inversement des points de vue. C'est-à-dire qu'avant, la guerre, elle était racontée par ceux qui maîtrisaient la technique. On n'avait pas la guerre vue par ceux qui la font. Et donc, on a une espèce de renversement de perspective. C'est aussi une vision absolument disséminée, diffractée. Et c'est ça aussi qui pose peut-être le problème, entre guillemets, de quelle image on peut en avoir finalement, puisqu'il y en a tellement et de différents acteurs. Donc ça, c'est aussi peut-être c'est un défi à la compréhension. Et comment, comment faire sens de ces millions d'images et aussi dans la durée. Puisque il y a beaucoup moins d'images aujourd'hui, mais il y en a encore qui sortent de Syrie. Maintenant, on parle de... mais du coup, c'est ce renversement-là. Donc, la dissémination, l'éclatement et des points de vue de l'intérieur, de ceux qui vivent en fait. Alors évidemment, on retrouve toujours des classiques de propagande, etc. Mais on a beaucoup d'autres usages. Encore une fois, des manières d'éprouver la guerre, d'éprouver la violence aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi des vidéos d'hommage aux martyrs, par exemple. Il y a des proches. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu assister aux funérailles de leurs proches. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une vidéo hommage. Il y a par exemple des combattants de l'armée libre qui tombent au combat. Donc, leurs camarades vont leur rendre hommage sur Internet, mais aussi leurs camarades de classe qui sont peut-être en Suède, ailleurs. Il y a quelque chose qui se tisse aussi avec le numérique, avec cet espace un petit peu incertain. Mais cette fragmentation territoriale aussi qui est très nouvelle, et qui passe aussi par tous les moyens de communication qu'on connaît. Donc c'est un vaste territoire. Et est-ce que dans cette mer de vidéos, ces millions de vidéos qui ont été filmées, est-ce qu'elles sont conservées quelque part ou effacées? Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'on sait qu'elles ont été postées sur YouTube, sur Facebook, et puis qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'elles appartiennent à des grandes firmes, à Facebook, à YouTube et tout ça. Il y a eu un événement très fâcheux en 2017, c'est-à-dire que YouTube a changé sa politique par rapport aux images, justement de lutte contre le terrorisme, et toutes les vidéos où il y avait Allahu Akbar, c'est-à-dire beaucoup de vidéos en fait qui avaient des connotations djihadistes, ont été supprimées. Il y a des centaines de milliers de vidéos qui ont été supprimées du jour au lendemain. Donc ça a été un choc. Alors, si le takbir était un critère, effectivement, dans ce cas... C'est un peu compliqué. Ouais. Donc il y a heureusement, en fait, évidemment, il y a eu une conscience de l'archive, quand même, qui a été dès 2016, on va dire, au moment, en fait, où il y a eu aussi une conscience de la défaite. C'est-à-dire qu'au moment où beaucoup d'activistes se disent que que la balance est en train de tourner, que les choses sont en train de mal tourner, la question de l'archive apparaît. C'est aussi quelque chose qui est, à mon avis, très significatif. Et il y a des ONG, il y a beaucoup de collectifs qui se créent autour justement de cette question de la conservation. Donc oui, il y a des entreprises d'archivage. Les plus importantes, c'est Sana Al-Yaziji, avec tout ce qui se fait autour de la production culturelle et artistique en Syrie depuis 2011. Il y a aussi Syrian Archive à Berlin, où là, on est vraiment dans une optique de documentation, mais aussi de mémoire. Depuis quelque temps, il y a un changement de politique. Et donc, oui, il y a des entreprises d'archivage, mais la tâche est tellement énorme et ça coûte très très cher en fait d'entretenir des serveurs, de conserver ce matériau. Donc, c'est un autre enjeu, c'est un autre déploiement en fait de l'activisme sur des enjeux de mémoriaux en fait. D'accord. Justine, tout à l'heure, Jean-Pierre Perrin parlait de la guerre d'Espagne. Et les deux figures que vous évoquez à travers vos deux romans, vos deux récits, sont deux figures de l'engagement.
la guerre d'Espagne ayant été la guerre d'engagement par excellence d'individus internationaux venus participer à un conflit par lequel ils se sentaient appelés, concernés. C'est peut-être l'un des premiers, en tout cas sous une forme moderne, contemporaine. Pas sous la forme d'un mercenariat comme on a pu le voir au Moyen-Âge où on allait combattre chez le voisin pour pouvoir faire des rapines. Est-ce que la Syrie a été, ou est la guerre d'Espagne du XXIe siècle pour le meilleur et pour le pire? Pour le pire, c'est-à-dire, ça a été aussi le cas de jeunes djihadistes qui sont allés en Syrie, parfois avec des motifs très nobles, d'autres fois beaucoup moins, et ces motifs ont été complètement dévoyés par des processus extrêmement complexes qu'on ne va pas développer ici, parce que ça ferait l'objet d'une conférence entière. Mais est-ce que voilà, cette question de l'engagement n'a pas été remise sur le devant de la scène par la Syrie ou par les Syriens? Je ne suis pas sûre de ça. Oui, d'une certaine manière, ça dit bien, en tout cas, ce mouvement, le lien qu'il y a entre la Syrie, je pense, fait une sorte de réservoir de sens, pour comprendre notre monde aujourd'hui. Donc effectivement, le monde entier est venu combattre en Syrie. Les Syriens sont partis dans le monde entier. Donc il y a une espèce de... Yacine parle de mondialisation de la Syrie et de syrianisation du monde. Il y a quelque chose d'un peu vertigineux, effectivement, qui se joue là. Je voudrais revenir à ce que disait Cécile sur la production d'images, cette production jamais vue, en fait, et donc, qui est expliquée... bien sûr par la technique, etc. Mais je pense qu'il faut revenir à la nature du régime syrien, qu'il faut comprendre pour comprendre aussi cette production et d'images et de mots. C'est-à-dire qu'on a affaire à un régime qui fait tout pour que règne l'oubli, pour que la mémoire ne se constitue pas. C'est un régime dont l'un des slogans, c'est Assad pour l'éternité. Donc il y a vraiment... une incapacité comme ça de faire mémoire. Jean-Pierre racontait très bien dans son livre La mort est ma servante, le massacre de Hama, et comment il avait imprégné les consciences parce que justement il n'avait pas été mis en récit, documenté, etc. Et donc c'est une peur qui perdure, qui imprègne chaque individu. Et donc je crois que cette façon systématique de documenter, elle est vraiment liée à cette singularité du régime syrien. Et en tant qu'écrivaine, moi j'aimerais revenir à la place des mots dans tout ça, parce que tout d'un coup, il y a ce que disait Cécile sur cette façon dont on prononce le mot liberté dans la rue, et ça semble absolument incroyable. C'est-à-dire qu'avant, la langue, les mots, on les utilise pas, ou alors on les utilise en louvoyant pour surtout pas attirer l'attention. Il y a des manières de s'exprimer. Razan en parle très bien. Quand elle écrit avant la Révolution, elle doit écrire ses textes en composant vraiment. Et tout d'un coup, on peut parler d'une manière franche, directe. Et donc, il y a ce qui est très beau, je trouve, et que je trouve là, pour le coup, très inspirant en termes intellectuels, c'est qu'il y a comme une réappropriation de la parole, et on s'en grise, et ça vient nourrir le mouvement, en fait. Donc il y a à la fois cette langue des slogans qui est extrêmement inventive, très, très pleine de jeux de mots, très drôle, très, très habile, comme si elle se grisait elle-même, en fait. Et puis il y a la langue de la documentation, donc qui est là extrêmement, qui tente d'être très exacte, vraiment de laisser aucun des morts et des blessés sombrer dans l'oubli. Il y a vraiment une espèce de tentative complètement folle de garder tous les noms. Et Razan faisait ça jusqu'à la fin, elle faisait ça. Et il y a les mots aussi. Dans la Syrie qui s'invente, parce que c'est ça qu'on oublie aussi, la révolution. On voit les manifestations qui sont magnifiques, mais il y a eu aussi des territoires libérés dans lesquels les Syriens ont tenté d'inventer autre chose, ont tenté d'inventer une autre manière de gouverner, très locale, très, très collective. Et c'est des tentatives magnifiques, et dans lesquelles les mots étaient extrêmement importants aussi. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que les mots, tout d'un coup, moi, j'ai l'impression que dans notre débat public, chez nous, on perd cette idée que les mots peuvent rendre des choses possibles, en fait. Et là, tout d'un coup, c'est ça qu'ils viennent refléter. C'est que
ce moment où, à nouveau, l'avenir s'ouvre et on peut inventer quelque chose. Voilà. Et ça, bon, c'est l'une des 1000 façons, je crois, dont la Syrie nous parle de nous. Et je pense que c'est ça, peut-être, le rapprochement avec la guerre d'Espagne. C'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se cristallisent, en fait, par cette rencontre entre le monde et la Syrie. Soit de la bise, justement. Justine Ogier, elle racontait très bien ce que la Syrie avait apporté en termes d'imaginaire dans l'engagement, cet esprit extrêmement vif et spirituel dans les slogans, dans les manières de manifester, dans les manières de se gérer, même dans la façon dont comment organiser une manifestation, comment déployer ses slogans, comment faire une vidéo drôle, comment rendre son message émouvant. Et tout ça, on l'a vu finalement en Algérie, avec 8-9 ans plus tard, au moment du Hirak. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu comme une forme de quelque chose qui a infusé et puis qui a ressurgi? Est-ce que finalement la Syrie n'a pas ressurgi en Algérie malgré tous les efforts du régime pour la dépeindre je parle de la révolution syrienne, sous ses pires jours, comme une sorte de grand complot impérialiste destiné à déstabiliser le monde arabe? Est-ce que finalement il y a eu une exemplarité, ou est-ce que les manifestants du Hirak se sont inspirés de l'exemple syrien, notamment en refusant la violence, parce qu'ils ont vu ce sur quoi elle avait débouché? Peut-être que vous en parlerez sûrement mieux que moi. Alors, au tout début du Hirak en Algérie, dans pratiquement un grand nombre des villes algériennes, le régime, très rapidement, a fait peser cette phrase. Il leur a dit, et quoi je ne me rappelle pas très bien textuellement ce qu'il avait dit, mais c'était « vous voulez qu'il vous arrive ce qui est arrivé aux Syriens ». Donc c'était ça, il y avait 2 menaces, c'était la décennie noire. La décennie noire n'est pas très loin. Souvenez-vous, vous ne voulez pas de ce régime, il vous arrive la décennie noire parce que les méchants islamistes réagissent comme ils ont su très bien le faire en Algérie. Et l'autre menace, c'est la Syrie. Et immédiatement après cette menace du régime, au Hirak, donc le Hirak c'est le vendredi étant l'équivalent du dimanche ici, donc c'est le jour férié, immédiatement les manifestants, à Alger en tout cas, mais ailleurs, je pense qu'il y avait quand même, les gens s'entendaient sur des slogans chaque dimanche. C'est l'impression que j'ai, parce que je me dis sinon pourquoi on entendrait la même chose d'une ville à l'autre. Et donc ils ont dit Zaïr Mahish Souria. Donc et ils lui disaient l'Algérie c'est pas la Syrie. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que on entendait par Zaïr Mahish Souria. L'Algérie n'est pas la Syrie. Et ne nous faites pas peur. Et on a dit tout de suite dans les réactions, donc la Syrie est arrivée. Donc on l'a entendu avec une musique, voilà, donc. Et ça c'était très festif. Mais en même temps, personnellement, je ne suis pas toujours sûre d'avoir compris ce que les manifestants voulaient dire par Zaïr Mahish Souria. L'Algérie n'est pas la Syrie. Et c'était n'essaye pas de nous faire peur avec ça. C'est autre chose. C'est un autre. Donc c'est à double. On peut comprendre ce qu'on veut avec cette négation de. Oui, on ne sait pas. Mais l'Algérie aussi, en fait, quand le Hirak a commencé en 2019, il y avait le Soudan. Le Soudan avait démarré quelques mois plus tôt. Donc il y avait aussi, d'ailleurs, il y a eu des salutations, il y a eu des images parmi les vidéos et les images du Hirak, c'est qu'il y a les conversations entre protestants, donc les gens qui protestants, donc protestataires, pardon, protestants. Et donc en fait, il y avait de temps à autre, dans les images que j'ai vues, les photos, c'est que les gens se saluent. Au Soudan, à Khartoum, on salue les Algériens, le Hirak algérien, et pareil, en Algérie, on dit aux amis soudanais, nous aussi on fait comme vous, vous nous avez précédés, nous sommes sur vos pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même
un peu une conversation de on est en train de suivre ce qui se passe sur le... Et du coup, ça a l'air d'échapper un peu et au régime et aux médias. Il y a un dernier point que je voulais évoquer un peu avant d'ouvrir les questions à la salle. C'était la question de... alors je vais revenir aux images, de l'image qui ressurgit. C'est-à-dire, là récemment, la semaine dernière je crois, ou celle d'avant, on a eu le cas de Tadamon, des images d'un massacre commis par un membre des services un officier des services de renseignement qui, dans son propre quartier, rassemble des civils et les conduit, je crois, vers une fosse commune dans laquelle il les oblige à sauter en leur tirant dessus au moment où ils sautent, comme une sorte de jeu extrêmement macabre. Ces images, évidemment, elles ressurgissent donc, plusieurs années plus tard. On ne sait pas par qui elles ont été tournées, mais probablement des amis ou camarades de cet officier. Elles pourraient très bien servir à incriminer cet homme si jamais il a décidé de fuir la Syrie et son quartier pour un pays à l'étranger. Et notamment, Justine, vous avez vu des gens en Allemagne qui, autour de Yassine El-Haj Saleh, travaillent sur ces images pour essayer d'en retrouver les auteurs et pour éventuellement les juger en vertu de la compétence universelle qui est en vigueur dans certains pays d'Europe occidentale, notamment l'Allemagne, la France aussi, mais beaucoup moins. Voilà. Donc est-ce que ces images, elles ont des vies multiples? Elles étaient destinées à terroriser, j'imagine, la population ou à se faire plaisir entre camarades de chambrée. Peut-être qu'aujourd'hui, elles vont finir par servir à incriminer, condamner à vie, si possible, ceux qui les ont commis. Cécile, vous avez peut-être un peu point de vue là-dessus? Oui, pardon. Ouais. Alors, des images comme celle-ci, il en existe tout un corpus, entre guillemets, qui sont toujours en ligne aujourd'hui sur Internet. C'est-à-dire des images où on tape en arabe « torture en Syrie ». Vous avez des centaines d'images d'exactions commises contre des civils en Syrie. Et souvent, on peut voir le visage des bourreaux. Ces images, elles sont toujours... Non seulement elles sont toujours en ligne, mais elles sont toujours commentées. C'est-à-dire que c'est des images qui sont très actives et qui, voilà, où les uns et les autres s'interpellent, où certains vont féliciter les tueurs, etc. C'est-à-dire, vous imaginez un petit peu le degré d'impunité qui est encore voilà, présent. Cette image du massacre de Tadamon a été tournée en 2013, donc elle n'a jamais été sur Internet. Elle a été confiée en fait à un chercheur qui, avec toute une équipe, on travaille sur l'étude de la violence à partir des tueurs, des perpetrators. Donc c'est tout un travail qui consiste aussi. Donc il y a une enquête à partir de cette vidéo de manière dissimulée. Ils ont réussi en fait à faire un faux profil sur Facebook et à obtenir un témoignage de ce soldat de l'armée syrienne qui explique pourquoi il a fait ce qu'il a fait, etc. Donc il y a eu toute l'enquête a été. Il y a eu un article la semaine dernière en fait dans The Guardian. Vous pouvez il est toujours accessible en ligne. Alors moi je reste, je sais pas. Comment dire, je suis assez mal à l'aise avec ça parce que donc cette personne-là, et j'ai aussi rencontré quelqu'un qui a travaillé avec l'équipe. Donc ce soldat, évidemment, il est en Syrie, il risque absolument rien, et il a même été exhibé en Syrie à des barrages. Voilà, donc tout le monde l'a identifié et pour montrer que non seulement il était bien là, donc je veux dire c'est malheureusement, on en est encore aujourd'hui à un point où ce type d'image, au lieu donc qui a été retourné, avec tout ce travail d'enquête qu'il y a derrière, ce type d'image en fait ne fait que asseoir l'impunité de ce régime qui s'en sert. Et là, voilà, la Syrie est vraiment paradigmatique de l'impuissance en fait de toute cette documentation. Et il y a encore des tonnes et des tonnes, non seulement des images, mais des documents. On a toute la documentation qu'il faudrait pour incriminer, voilà, les chaînes de commandes. Tout est là.
Mais voilà, il se passe, évidemment, il n'y a pas de volonté politique, ce n'est pas une question d'image, ce n'est pas une question de documentation, ça va bien au-delà et on le sait, on n'est pas naïf par rapport à ça. Mais du coup, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant et qui va provoquer, je pense, des formes de plus en plus. En fait, là, ce qui se passe sur Facebook et sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus, en fait, de gens qui se proclament auto-enquêteurs, qui vont sortir des images de bourreaux, donner des numéros de téléphone. Enfin, ça va très, très loin. Donc, il y a une espèce de justice sauvage qui est en train de se mettre en place parce qu'il n'y a pas de justice, parce qu'il y a des cas qui sont très localisés, ça va prendre beaucoup de temps, etc. Donc, c'est une situation extrêmement... très violente. En fait. La violence se réfracte et se perpétue aussi par ces pratiques-là et par ces formes de justice qui sont alimentées aussi par ce type d'image. Je voulais savoir s'il y avait si vous aviez des questions pour les uns, les autres. Merci beaucoup pour tous ces propos que vous venez de tenir. Mais du coup, je voudrais rebondir sur la dernière phrase que vous avez prononcée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, quel est le travail du chercheur ou du journaliste? Est-ce qu'il faut continuer, du coup, évidemment, à documenter, mais avec l'effet pervers que vous avez dénoncé? Et donc, du coup, comment on peut se situer par rapport à ça? Et comment on peut continuer à travailler, mais sans obtenir l'effet inverse de celui que l'on recherche? Et peut-être une deuxième question qui me vient aussi après vous avoir entendu, c'est qu'effectivement, il y a cette volonté du régime surtout de ne pas avoir de mémoire, de tout cacher. Et en même temps, on a bien vu avec le dossier César que c'est un régime qui documente, puisqu'il photographie absolument toutes ces scènes, enfin ces cadavres. Et tout le travail qui a été fait par César le démontre. Et alors, du coup, quelle est effectivement la liaison ou le lien qu'on peut faire entre les deux? D'un côté, pas de mémoire, et d'un autre côté, on a ce régime qui documente, parce qu'il documente, j'imagine, parce que les officiers qui sont en charge de ces besognes doivent montrer qu'ils ont fait le boulot et que donc ce sont des bons soldats qui ont fait ce que le régime leur a demandé. Mais comment ça s'articule? Jean-Pierre, peut-être sur le travail du journaliste? Oui, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement pour cette raison que le régime documente. Je crois que c'est la logique bureaucratique, tout simplement, qui est fondamentale. D'autres régimes, le régime nazi a fait la même chose. On documente sans forcément penser qu'on va s'en servir. C'est important. C'est important de détruire les archives de l'autre, mais c'est important aussi pour le régime d'avoir ses propres archives. Et c'est dans une logique totalitaire qui me semble à l'œuvre en Syrie, mais bien au-delà. Je pense que le dossier César, effectivement, a ouvert les yeux à beaucoup de monde. Pour ceux qui travaillaient de longue date sur la Syrie, ça n'a pas été une surprise. Ça a simplement été peut-être une surprise quant à l'ampleur du phénomène de massacre de masse. Mais dans les prisons de Sednaya, dans les prisons de Mézé ou de Palmyre et d'autres, finalement, c'était déjà documenté. Simplement, on n'a pas voulu, enfin, quand je dis on, pas forcément nous-mêmes, mais beaucoup y compris des chercheurs, n'ont pas voulu voir l'ampleur du phénomène. César a obligé quand même à voir la réalité. C'est pour ça que je pense qu'il y a un avant et un après César, même si encore une fois, moi je ne suis pas tombé des nues en découvrant les images de César. J'avais déjà interviewé des prisonniers qui étaient sortis de Sednaya notamment, ou Tadmor, je cherchais le mot, de Tadmor, c'est-à-dire Palmyre en fait. Et donc, je connaissais la réalité de la torture. Et moi, je pense avoir écrit, je ne sais pas combien, de papiers sur la torture en Syrie bien avant César. Et je dois dire que ces papiers n'ont eu aucun impact, mais aucun. C'est-à-dire que même après avoir fait je me souviens avoir fait une double page dans Libération en 2005, je m'attendais au moins à avoir un mail, un appel d'une ONG ou d'Amnesty International en me disant « ce que vous dites, c'est quand même assez accablant ».
0, 0, 0. Et pourtant, voilà, il y avait les témoins parlaient sous leur propre nom en plus, ce qui était assez exceptionnel de leur part. Justine, vous vouliez oui, très réagir. rapidement. Juste quand Cécile dit que la Syrie est paradigmatique à l'égard de l'impuissance des images et des mots, je rajoute. Je voudrais faire une petite nuance en fait quand même, et notamment en parlant des photos du dossier César. Il y a eu en Allemagne un procès. Alors, ce sont des procès qui sont avec des plaignants qu'on a arrêtés sur place. C'est pas les plus hauts gradés du régime, etc. Mais enfin là, on avait quand même affaire à un colonel responsable d'un centre de renseignement. Il a été condamné à la perpétuité grâce notamment, et c'est pas rien, à tout ce travail d'archivage qui a été fait. Et ce travail d'archivage, c'est des risques qui ont été pris par des centaines de personnes. Donc c'est pas rien, ça aboutit, et il y a d'autres plaintes en cours en Europe. Alors évidemment, c'est très frustrant, la justice internationale n'est pas saisie de l'affaire, ne peut pas pour des raisons politiques, mais il y a vraiment des tas d'activistes syriens, européens, qui se battent ensemble pour que de temps en temps la justice soit rendue. Et par ailleurs, je pense qu'en tant que... Alors là, je parle juste en tant que écrivaine, je pense que j'ai une responsabilité. Évidemment que mes livres vont rien changer à ce qui se passe, mais je contribue quelque part à un certain effet d'accumulation, je crois, quelque part à protéger ce qui s'est passé de beau, de précieux dans toute cette histoire. Et je veux croire que quand on met tous ces efforts ensemble, il y a un imaginaire qui se crée, il y a la possibilité en fait que cette ferveur révolutionnaire, elle renaisse ailleurs, autrement, enfin qu'elle vienne nourrir quelque chose. Voilà, alors c'est très ténu, hein, ce à quoi il faut se raccrocher, mais je crois que c'est quand même assez fondamental. Vous contribuez à protéger des contre-récits qui notamment ont tendance à nier tout ce qui s'est passé en Syrie d'un point de vue révolutionnaire, à nier l'originalité. Voilà. Et le crime. Il y a vraiment un double négationnisme en fait qui est imprégné de nihilisme. Voilà. Et face à ça, je crois qu'il est très important de dire que, enfin, de revenir à ce moment où justement ça pouvait s'ouvrir. Voilà. Cécile Boex, quel peut être le travail du chercheur s'il ne sert à rien? Je suis un peu désespérée. Là, il ne sert pas à rien. Non, mais c'est pas grand-chose. Mais comme disait Justine, c'est sanctuariser certains faits. Il y a aussi, je pense aussi, cette accumulation, c'est-à-dire entre plusieurs types d'écriture, plusieurs types de travail, cet effet cumulatif qui imprègne, qui nourrit, mais vraiment sanctuariser certaines choses à certains moments, je crois que c'est très important, mais après sans aucune... Voilà, les chercheurs sont pas... voilà, par contre, l'écriture, je pense que l'écriture de la recherche, parce que moi j'ai travaillé aussi sur des vidéos de torture, j'ai mis très longtemps à pouvoir les regarder et à pouvoir travailler dessus. Donc il y a tout ce travail de mise à distance et de refuser aussi l'effet de sidération par l'écriture. C'est-à-dire de pouvoir arriver à déployer, à comprendre aussi comment... Bon, moi, j'ai travaillé sur ces vidéos en fait en regard avec les vidéos de Daesh, parce que pour moi, elles faisaient système, elles se nourrissaient l'une et l'autre. Donc, c'est réfléchir aussi au fonctionnement de la violence, comment à partir de ces images-là, et essayer de déplier en fait tout ça pour une meilleure compréhension de ce fonctionnement. Mais après, nous, on n'est pas dans le domaine juridique. Il n'y a pas d'effet immédiat. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et de toute façon, les chercheurs sont toujours en décalage par rapport à tout. C'est essayer de prendre ce moment et par l'écriture, on crée des médiations aussi dans la compréhension et toujours essayer de penser malgré notre colère, malgré l'horreur, malgré tout ça, qui vraiment se servir aussi de toutes ces affects et ces émotions pour continuer et parce qu'on n'a pas le choix. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Je représente ici un réseau féministe euroméditerranéen qui travaille depuis plus d'une décade maintenant avec les féministes syriennes. Je voulais vous remercier très sincèrement par votre travail de contribuer à soulever la chape de silence monstrueuse qui pèse sur les horreurs qui se déroulent en Syrie.
c'est un travail absolument essentiel. Pour ma part, je voulais souligner ici le rôle de la société civile et l'importance du travail de documentation qui est produit par la société civile depuis toutes ces années, que ce soit sous la forme de rapports, de délégations, de travail de recherche aussi, et les liens que nous avons en Syrie et dans les différents pays du Maghreb et du Moyen-Orient, avec des gens qui s'intéressent et qui sont mobilisés par la Syrie. Nous avons collaboré avec Wejdam Nassif, que vous mentionniez, et sa collègue Joumana Seif, pour publier cet ouvrage sur les tortures, les prisons de femmes et les femmes victimes de torture. Et moi, je finirai juste par dire comment est-ce possible que cette chape de silence et que la communauté internationale politique internationale reste dans ce silence. Les raisons, on les connaît, mais il y a quand même quelque chose qui n'est plus supportable. Je finirai en disant qu'en 2012, nous sommes allés en délégation avec une délégation de femmes syriennes à Bruxelles pour plaider la cause et dire mobiliser pour ce qui se passe maintenant, ce qui se développe, la contre-révolution. Et un responsable de la politique étrangère européenne nous a dit « Mesdames, ce conflit va durer 15 ans. » Voilà ce que je voulais dire. Et on était complètement abasourdis, on n'a pas cru une seconde à ce que monsieur racontait. Hélas. Oui, merci madame pour votre réaction et témoignage. Je voulais juste attirer votre attention qu'après la publication de lettres à Samira, qui sont donc les lettres de Yassine Haj Salah à sa compagne disparue, il y a eu la publication en février en France de la traduction du journal d'une assiégée de la Samira elle-même, de petits mots qu'elle avait postés soit sur Facebook ou qu'elle avait écrits à la main. Donc je me suis aussi occupée de faire arriver à la bibliothèque, ce que j'appelle moi la bibliothèque francophone, pour qu'on sache que ce livre que des arabophones ont pu avoir grâce à Yassine, qui a fait en sorte de réunir et de les rassembler et d'en faire un livre qui a été publié donc, au Liban, que maintenant ça existe en français et qu'on peut le trouver, Journal d'une assiégée de Samira Al-Khalil aux éditions X. Oui, ce qui me permet de conclure peut-être sur les mots, mais où il s'est dit des choses extrêmement importantes et essentielles sur des médias extrêmement éphémères que sont les réseaux sociaux en Syrie. Et au point qu'on fait des livres aujourd'hui à partir de posts Facebook. Comment dire ? Je ne dis pas que ça réhabilite Facebook, ça ne change rien à ce que je pense de ce média, en bien et en mal. Mais les Syriens s'en sont emparés comme on attrape une feuille de brouillon, quoi, ou une feuille de papier parce qu'on n'en a pas d'autre sous la main. Et lorsque Yassine El-Haj Saleh fait ses lettres à Samira, il les poste aussi. Je ne sais plus si c'est Facebook ou un blog ou quoi que ce soit, mais il les poste sur un réseau social qui comporte une part de divertissement, une part d'éphémère, ce qui est aussi le cas du livre. Hein. Le livre, ça peut être du divertissement, ça peut être de l'éphémère, et ça peut être guerre et paix. Mais n'empêche que Facebook a donné ça aussi. Ces mots-là on finit par acquérir une forme d'éternité. Voilà. Alors qu'ils étaient éphémères, pensés comme éphémères au départ et urgents surtout. Voilà, je ne sais pas, mais si on peut déborder, mais normalement il va falloir qu'on rende la salle parce qu'il y a une nouvelle, il y a peut-être une toute dernière question, c'est ça? أنا سؤالي بس على الفيديوهات اللي انحكت، يمكن في الأسئلة كانت كتير قريبة من السؤال بدي أطرحه. ليش بمرحلة من الزمن منلاقي تسريب لفيديوهات النظام
أقبح ما يمكن. أنا آسفة يعني كتير بختنق في الموضوع. هل فعلا حدا قدر يحصل ولا وقاحة النظام بموافقة النظام العالمي انه انا موجود، انا عم بقتل وعم نشوف حتى هلا بفلسطين نفس العلنية بكل ما بعرف. هل تسريب هو مو فيديو اكيد حضرتك انا بعرف انه انت كيف مجال العمل، عدة فيديوهات عم تنزل بالصور بالوجه بالاسم. Donc la question c'est en fait pourquoi elle parle du timing de ces vidéos qui d'un coup ressortent. Est-ce qu'il y a évidemment, elle pense qu'il y a quelque chose qui est voulu de la part du régime pour dire voilà, moi je suis là, je torture, et elle demande est-ce qu'il y a un hasard en fait à ce que ces vidéos sortent maintenant. Alors sur la question des vidéos de torture, elles existent, elles sont sorties sur Internet, enfin elles ont été fuitées parce qu'elles sont récupérées par l'opposition sous diverses formes contre de l'argent, ou elles sont récupérées sur un soldat qui est mort, on récupère son portable, etc. Oui, en fait, c'est Yassine Hassaleh, le premier qui a réfléchi là-dessus, qui a dit, finalement, il y a une stratégie derrière ça, évidemment. C'est comme quand les corps dans la rivière à Halep flottent, le régime envoie un signal très clair à la population, mais en même temps, ces vidéos ne sont pas traduites, donc elles ne sortent pas, personne ne les connaît. Vous connaissez tous les vidéos de Daesh, même si vous ne les avez pas vues, vous savez qu'elles existent, parce qu'elles sont faites pour nous, pour vous. Elles sont traduites, elles sont toutes bien dans des formats qu'on connaît tous. Ces vidéos-là, c'est des vidéos très brutales, ne sont pas traduites. C'est vraiment l'entre-soi des tortionnaires, des tueurs. Mais elle filtre dans la population syrienne, et très clairement, oui, vous avez raison, c'est un message, c'est une mise en garde. Et en même temps, c'est un moyen d'attiser la haine. Et une haine communautaire, parce que la plupart de ceux les tortionnaires sont des alaouites, ils parlent avec l'accent alaouite, donc il y a aussi ce côté très... Voilà, on attise le côté confessionnel, ce que le régime a très très bien réussi à faire, ce que les protestataires avaient anticipé. Tous les slogans au début de la Révolution, c'est « Nous sommes unis, tous unis ». Ils savaient très bien qu'ils allaient jouer sur cette corde-là. Donc oui, il y a une stratégie, puisque le régime aurait très bien pu interdire à ces, dans d'autres armées, c'est très facile d'interdire à ces soldats de filmer. Non, il ne l'a jamais fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne le dérange absolument pas. Oui. Sur ce, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Je remercie les intervenants qui ont été extrêmement passionnants et extrêmement justes. Voilà. Merci.